Chapitre 11. Visite aux demoiselles Tripp. Et maintenant, dis-je à mon ami, comme nous remontions en voiture, que faisons-nous? Averti par l'expérience, je ne suggérais pas, cette fois, de rentrer à Londres. Après tout, Poirot s'amusait à sa façon. Je n'y voyais aucun inconvénient. Je lui proposai d'aller prendre le thé. Quelle idée, Hastings! Regardez l'heure. Je viens de consulter ma montre, Poirot. Il est 5h30. Grand temps de prendre le thé. Poirot soupira. Vous autres, Anglais, ne savez vous passer de votre thé. Non, mon ami, pas de thé aujourd'hui. Dans un manuel de politesse, j'ai lu l'autre jour qu'on ne faisait pas de visite après 6h. Il ne nous reste plus qu'une demi-heure pour nous présenter chez les gens. Comme vous êtes mondain, aujourd'hui, Poirot, à qui allons-nous rendre visite? Aux demoiselles Tripp. Est-ce un livre sur le spiritisme que vous écrivez à présent? Ou est-ce toujours la vie du général Arundel? Ce sera bien plus simple que cela, mon ami. Mais demandons où habitent ces demoiselles. Ce renseignement nous fut donné avec empressement, mais d'une façon un peu embrouillée. Il s'agissait de ne pas nous égarer dans les petits sentiers. La demeure des demoiselles Tripp était un cottage fort pittoresque, si vieux qu'on s'attendait à le voir s'écrouler d'un moment à l'autre. Une enfant de 14 ans, environ, nous ouvrit la porte et s'effaça contre le mur pour nous laisser entrer. L'intérieur était splendide, avec de vieilles poutres en chêne, une immense cheminée et de si petites fenêtres qu'on y voyait à peine clair. L'ameublement, d'une pseudo-simplicité, trahissait la recherche de l'esthétique et du confortable. On y voyait de beaux fruits dans des coupes en bois et, au mur, de nombreuses photographies, la plupart de deux mêmes personnes en des poses différentes. D'ordinaire, serrant des gerbes de fleurs contre la poitrine ou tenant des deux mains d'immenses chapeaux. La fillette qui nous avait introduits disparut en murmurant quelques mots. Mais sa voix résonna très claire à l'étage supérieur. « Deux monsieur venus pour vous voir, miss. » Une sorte de gazouillis de voix féminine s'éleva et bientôt, avec un froufrou de jupon, une dame descendit l'escalier et s'avança vers nous gracieusement. Elle approchait de la cinquantaine et ses cheveux coiffés à la Vierge étaient séparés sur le milieu de la tête. Ses yeux marrons saillaient légèrement. Elle portait une robe de mousseline à fleurs qui ressemblait beaucoup à un travesti. Poirot fit un pas en avant et entama la conversation en un langage très pompeux. « Mademoiselle, veuillez excuser mon indiscrétion. Je me présente chez vous parce que je suis dans un très grand embarras. Je suis venue ici pour rencontrer une personne, mais on m'apprend qu'elle a quitté Market Basing et que vous pourriez certainement me donner son adresse. » « Vraiment? Qui est-ce? »« Miss Lawson. »« Oh, Minnie Lawson. Bien sûr. Nous sommes ses meilleurs amis. Veuillez vous asseoir, je vous prie, monsieur Parotti. Mon ami, le capitaine Hastings. » Miss Tripp salua et se mit en frais de gentillesse. « Asseyez-vous, cette chère Minnie Lawson. Oh, voici ma sœur. » Un nouveau froissement d'étoffe et une seconde dame vint nous rejoindre. Elle était vêtue d'une robe de coton vert qui eût plutôt convenu à une jeune fille de 16 ans. « Ma sœur Isabelle, monsieur Parrot et le capitaine Hawkins. Ma chère Isabelle, ces messieurs sont des amis de Minnie Lawson.
Miss Isabelle Tripp était moins potelée que sa sœur. Elle était même plutôt maigre. Ses cheveux très blonds étaient coiffés en petites boucles légèrement en désordre. Elle affectait des manières de fillette et je reconnus tout de suite l'original de la plupart des photographies. Joignant les mains en un geste juvénile, elle s'exclama. « C'est merveilleux, cette chère Minnie. Vous l'avez vue récemment ?»« Pas depuis plusieurs années, » expliqua Poirot. « Nous nous étions perdus de vue. J'ai beaucoup voyagé. Aussi, jugez de mon étonnement et de ma joie en apprenant la bonne fortune qui vient d'échoir à ma vieille amie. »« Je comprends. Et elle la mérite bien. Une âme si bonne, si simple, si droite. »« Julia !» s'écria sa sœur. « Quoi donc, Isabelle ?»« Voilà qui est étonnant. Te souviens-tu que la planchette a répété plusieurs fois la lettre P hier soir? Un visiteur venu de l'autre côté de l'eau et l'initiale P. »« En effet, » acquiesça Julia. Les deux demoiselles, en proie à un ravissement enthousiaste, regardèrent Poirot. « La planchette ne ment jamais, » dit Julia d'une voix douce. « Vous intéressez-vous au spiritisme, monsieur Parotti ? » Je m'y suis adonné, un peu. Mademoiselle, et comme tous ceux qui ont beaucoup voyagé en Orient, j'ajoute qu'il existe bien des mystères qui ne peuvent s'expliquer de façon naturelle. « Voilà qui est une vérité profonde, » déclara Julia. « L'Orient, » murmura Isabelle avec ferveur. « La patrie du mysticisme et de l'occultisme. » Les voyages de Poirot en Orient, autant que je le sache, se bornent à un séjour de quelques semaines en Syrie et en Irak. À l'entendre, on aurait cru qu'il avait passé la majeure partie de son existence dans les jungles et les bazars, conversant familièrement avec les fakirs, les derviches et les mahatmas. Au cours de la conversation, je découvris que les demoiselles Tripp étaient végétariennes, théosophes, spirites et professaient la doctrine des scientistes chrétiens. Leur passe-temps favori était la photographie. « Parfois, » soupira Julia, « je suis lasse de vivre à Market Basing, une ville sans beauté et sans âme. N'est-ce pas, capitaine Hawkins ? » « Bien sûr, » fis-je légèrement embarrassée. « Bien sûr. » « Un peuple sans idéal est destiné à périr, » déclara Isabelle. « J'ai souvent essayé de discuter avec le pasteur, mais il a l'esprit terriblement étroit. Ne croyez-vous pas, monsieur Parot, que la foi trop absolue vous rétrécit le jugement ? » « Alors que tout est si simple, » ajouta sa sœur, « tout n'est que joie et amour. » « Comme vous le dites, » fit Poirot, « quel malheur de voir les gens se quereller pour des questions d'argent. » « Quelle chose sordide que l'argent, » soupira Julia. « Il paraît que la défunte Miss Arundel était une de vos converties ?» hasarda Poirot. Les deux sœurs se regardèrent l'une l'autre. « Je me le demande, » dit Isabelle. « Nous n'en étions pas très sûrs, » murmura Julia. « Un jour, elle paraissait convaincue, et puis elle racontait des choses si étranges. »« Ah, te souviens-tu de la dernière manifestation, Isabelle ? Il s'est produit une chose étonnante, » dit Julia en se tournant vers Poirot. « C'était le soir où la chère Miss Arundel est tombée malade. Ma sœur et moi, nous allâmes près d'elle après le dîner et nous tînmes une séance, à nous quatre. Et savez-vous ce que nous avons vu ? Toutes les trois,
nous avons vu distinctement une sorte de halo autour de la tête de Miss Arundel. Comment ? Un halo, un genre de brouillard lumineux. Julia se tourna vers sa sœur. N'est-ce pas ainsi que tu l'expliquais, Isabelle ? Si, un brouillard lumineux, allant en dégradant et formant une auréole autour de la tête de Miss Arundel. C'était un signe, nous le savons à présent, un signe annonciateur de sa mort prochaine. Remarquable, fit Poirot, l'air impressionné. Faisait-il noir dans la pièce ? Oui, nous obtenons toujours de meilleures manifestations dans une chambre obscure. Comme il faisait chaud, il n'y avait même pas de feu dans la cheminée. Un esprit très intéressant nous a parlé, dit Isabelle. Fatima, c'était son nom. Nous apprîmes qu'elle est passée dans l'autre monde à l'époque des croisades. Elle nous donna un message magnifique. Elle vous a donc parlé ? Pas de voix naturelle, mais en frappant des coups. Amour, espoir, vie. Des mots splendides. Et Miss Arundel fut malade pendant la séance ? Tout de suite après. On nous avait apporté des sandwichs et du porto, et la chère Arundel déclara qu'elle n'y toucherait pas, car elle ne se sentait pas dans son assiette. Ce fut le début de sa maladie. Dieu merci, elle ne souffrit pas trop longtemps. Elle passa dans l'autre monde 4 jours après, dit Isabelle. Et nous avons déjà reçu des messages d'elle, s'empressa d'annoncer Julia. Elle dit qu'elle est bien heureuse, que tout est beau autour d'elle et qu'elle espère que la paix et l'amour règnent parmi ceux qu'elle a aimés. Poirot tout sauta. Ce n'est pas le cas, je le crains. La famille s'est conduite de façon ignoble envers la pauvre Minnie, dit Isabelle, rouge d'indignation. Pourtant, Minnie est une âme tout à fait désintéressée, renchérit Julia. On a tenu sur son compte des propos très malveillants. On a dit qu'elle avait usé de son influence auprès de Miss Arundel pour s'approprier ses biens. Alors que ce fut pour elle une véritable surprise. Elle n'en pouvait croire ses oreilles lorsque le notaire lut le testament. Elle nous l'a même déclaré. « Ma chère Julia, m'a-t-elle dit, on m'aurait renversé une chiquenaude. Quelques donations aux servantes et Little Green et le reste de ses biens à moi. Wilhelmina Lawson. » La pauvre en était si abasourdie qu'elle pouvait à peine parler. Lorsqu'enfin elle put prononcer quelques mots, elle demanda à combien cela se monterait, pensant qu'il s'agissait de quelques centaines de livres, et M. Purvis, après un tas de circonlocutions, prononça le chiffre de 375 000 livres. La pauvre Minnie faillit en tomber à la renverse, nous a-t-elle dit. Elle n'avait pas la moindre idée qu'une pareille aubaine pût lui arriver, ajouta sa sœur. C'est ce qu'elle vous a dit, n'est-ce pas ? Oh oui, elle l'a répété plusieurs fois. Les Arundel sont bien méchants de lui battre froid et de la traiter avec méfiance à présent. Nous vivons dans un pays libre. Le peuple anglais est victime de cette illusion, murmura Poirot. On a tout de même le droit de choisir ses héritiers. À mon sens, Miss Arundel a fort bien agi. De toute évidence, elle se méfiait de sa famille, et non sans raison. « Ah !» fit Poirot, se penchant en avant d'un air intéressé. « Vraiment ?» Encouragée par cette flatteuse attention, Isabelle poursuivit. « Eh oui, Mr. Charles Arundel, son neveu, est un mauvais sujet. Le fait est notoire.
Je crois même qu'il est recherché par la police d'un pays étranger. En somme, un indésirable. Quant à sa sœur, je ne lui ai jamais adressé la parole, mais c'est une fille étrange, ultra moderne et maquillée au possible. La seule vue de sa bouche me rendait malade. On aurait dit du sang. Et je la soupçonne de se droguer. Elle a parfois des façons si bizarres. Certes, elle possède un grand charme. Elle est fiancée à cet aimable jeune docteur Donaldson. Mais il m'a fait l'impression d'en être lui-même un peu dégoûté par moments. J'espère qu'il reviendra de son erreur et épousera une gentille jeune fille de bonne famille, aimant la campagne et la vie aux grands airs. Et les autres parents de Miss Arundel? Là encore, on trouverait beaucoup à redire. Évidemment, je n'ai rien à reprocher à Madame Tagnos. C'est une personne bien tranquille, mais une petite sotte, complètement sous la dépendance de son mari. Il me semble que c'est un Turc. N'est-ce pas affreux pour une Anglaise d'épouser un Turc? Cela dénote un manque total de goût. Madame Tagnos est une mère dévouée, mais ses enfants sont bien laids, les pauvres petits. Ainsi, vous jugez que Miss Arundel a choisi une meilleure bénéficiaire de sa fortune en la léguant à Miss Lawson? Le visage serein, Julia déclara. Minnie Lawson est une femme excellente, tout à fait désintéressée. Elle ne pensait guère à l'argent et n'avait rien d'une avare. Pourtant, il ne lui est pas venu à l'idée de refuser cet héritage. Isabelle recula légèrement. Oh, qui aurait songé à le faire? Poirot sourit. Évidemment. Vous comprenez, monsieur Poirot, intervient Julia. Minnie considère cet argent comme un dépôt sacré. Et elle désire aider Madame Tagnos et les enfants Tagnos, poursuivit Isabelle. Seulement, elle ne veut pas que le mari touche à cet argent. Elle a même dit qu'elle songeait à faire une rente à Teresa. C'est très généreux de sa part, étant donné la façon cavalière dont cette fille l'a toujours traitée. Vraiment, monsieur Poirot, Minnie est d'une générosité sans pareille. Du reste, vous la connaissez bien. Oui, dit Poirot. Je la connais, mais j'ignore toujours son adresse. Ah, excusez-moi, j'allais oublier de vous la donner. Quelle étourderie! Voulez-vous que je vous l'écrive? Je vais la prendre sur mon carnet. Poirot sortit son calepin et inscrivit sous la dictée de Julia. 17 Clairhoyden Mansions, W2, pas très loin de Whitleys. Vous lui ferez part de nos amitiés, n'est-ce pas? Voilà un moment qu'elle ne nous a pas donné de ses nouvelles. Poirot se leva et je l'imitai. Je vous remercie infiniment toutes deux pour ce moment délicieux passé chez vous, et aussi pour l'adresse de mon ami. Je m'étonne qu'on ne vous l'ait pas donné à Little Gren. C'est encore cette Elaine. Les servantes sont jalouses et ont l'esprit si mesquin. Parfois, elles se montraient grossières envers Minnie. Julia nous serra la main en affectant des airs de grande dame et déclara. Votre visite nous a fait un réel plaisir. Je me demande... Elle lança un coup d'œil interrogateur à sa sœur. Peut-être accepteriez-vous... Isabelle rougit légèrement. Peut-être accepteriez-vous de partager notre repas du soir? Une nourriture très simple, des légumes crus et hachés, du pain bis, du beurre et des fruits. Tout cela est délicieux, hélas. Mon ami et moi sommes attendus à Londres, se hâta d'ajouter Poirot. Après de nouvelles poignées de main,
et un nouveau message pour Miss Lawson, nous quittâmes les demoiselles Tripp. Chapitre 12. Poirot discute l'affaire. Dieu merci, Poirot, m'écriai-je avec gratitude. Vous nous avez délivré des carottes crues. Quelle terrible femme! Pour nous, un bon beefsteak avec des frites est une bonne bouteille de vin. Je me demande ce qu'elle nous aurait donné à boire. De l'eau, sans doute, répondis-je en frissonnant. Ou du cidre non alcoolisé. Je parie que dans cette maison, il n'y a aucun confort moderne. Quel plaisir ont certaines femmes à mener une existence étriquée, dit Poirot, pensif. Ce n'est pas toujours la pauvreté, bien qu'elles s'y entendent à dissimuler leur gêne. Quel ordre donnez-vous au chauffeur? Demandai-je à Poirot en débouchant sur la grande route de Market Basing. Vers quelle lumière locale vous conduirai-je? Ou bien désirez-vous retourner à l'auberge pour interroger une fois de plus le garçon asthmatique? Hastings, je vous annonce que nous quittons Market Basing. Magnifique! Mais nous y reviendrons. Toujours sur la piste de votre malchanceux meurtrier? Parfaitement. Avez-vous découvert quelque chose d'intéressant dans le fratras de sottises que nous venons d'entendre? Certains points méritent notre attention, déclara Poirot. Les différents caractères de Notre-Dame commencent à se préciser. Ne trouvez-vous pas qu'il ressemble à un petit roman du vieux temps? L'humble demoiselle de compagnie, autrefois méprisée, devient riche et joue maintenant le rôle de la fée généreuse. J'imagine que ces bienfaits doivent hériter ceux qui se considèrent comme les héritiers de droit. Nous gardâmes le silence pendant quelques minutes. Nous avions traversé Market Basing et nous nous retrouvions sur la route de Londres. Je sifflotais pour moi-même l'air de petit homme. Vous avez eu une journée bien remplie. Vous êtes-vous bien amusé, Poirot? Demandai-je enfin à mon compagnon. Qu'entendez-vous exactement par s'amuser, Hastings? Ma foi, il me semble que vous avez pris un jour de congé. Alors, vous ne me prenez pas au sérieux? Oh, si, vous êtes même très sérieux, mais j'ai l'impression que vous vous occupez de cette affaire pour votre propre satisfaction mentale. Je veux dire que cette affaire est purement spéculative. Bien au contraire, je m'exprime mal. Il s'agissait d'aider la vieille Miss Arundel, de la protéger contre quelque nouvelle attaque. Alors le jeu vaudrait la chandelle. Mais, comme elle est morte, pourquoi se donner tant de peine? Si on vous écoutait, mon ami, jamais on n'en connaîtrait après un meurtre. C'est tout à fait différent. Là, on a une victime. Je saisis parfaitement. Vous faites une distinction entre la victime d'un meurtre et une personne morte de maladie. Supposons un instant que Miss Arundel eut une mort subite et violente. Resteriez-vous alors indifférent à mes efforts pour découvrir la vérité? Évidemment, non. Mais, voyons, quelqu'un a essayé de la tuer? Oui, mais il n'a pas réussi. Là réside toute la différence. Cela ne vous intéresse pas de découvrir qui a voulu la supprimer? Si, tout de même. Nous devons chercher le coupable dans un cercle assez restreint, murmura Poirot. Ce fil est révélé simplement par la présence d'une pointe dans la plainte. Cette pointe est peut-être là depuis des années. Non, elle est fraîchement peinte. Bon, tout de même, on peut trouver bien des explications à ce fait. Donnez-moi-en une. Je n'en pus trouver de plausible sur le moment. Profitant de mon embarras, Poirot reprit la suite de son raisonnement. Oui, un cercle assez restreint. Ce fil n'a pas pu être tendu à travers l'escalier qu'une fois tout le monde couché. Donc, nous ne pouvons soupçonner qu'un des occupants de la maison.
ce qui revient à dire que le coupable est une des 7 personnes qui ont passé la nuit à Little Green. Le docteur Tanios, Madame Tanios, Teresa Arundel, Charles Arundel, Miss Lawson, Aileen et la cuisinière. Vous pouvez écarter les servantes. Elles ont reçu leur part d'héritage, mon cher, et elles auraient pu avoir d'autres mobiles. La haine, le dépit, le vol, que sais-je? Cela me paraît peu probable. On ne doit rien négliger dans une affaire criminelle. Eh bien, alors, c'est 8 personnes qu'il faut dire et non 7. Comment ça? Faut inclure Miss Arundel elle-même. Qui vous dit que ce n'est pas elle qui a tendu le fil pour faire tomber une autre personne de sa famille? Poirot haussa les épaules. Vous dites une bêtise, mon cher. Si Miss Arundel avait tendu le piège, elle l'aurait évité de s'y laisser prendre elle-même. Et souvenez-vous-en, c'est elle qui est tombée dans l'escalier. Je demeurai confus. Poirot reprit d'un air pensif. Les événements se suivent avec une logique bien nette. La chute, la lettre qui m'est adressée, la visite du notaire. Cependant, il subsiste un doute dans mon esprit. Miss Arundel a-t-elle retardé l'envoi de sa lettre, hésitant à la mettre à la poste? Ou bien se figurait-elle que la lettre était partie? Impossible de le savoir. Oui, nous ne pouvons que faire des suppositions. Personnellement, je pense qu'elle croyait cette lettre expédiée. Elle dut même s'étonner de ne point recevoir de réponse. Mes réflexions prenaient une autre direction. Poirot, soupçonnez-vous ces messages spirites d'avoir influencé les dernières volontés de Miss Arundel? Admettons qu'à une de ces séances, la vieille demoiselle ait reçu l'ordre de modifier son testament en faveur de Miss Lawson. Poirot hocha la tête d'un air de doute. Cela ne concorderait pas avec l'idée que je me fais du caractère de Miss Arundel. Les demoiselles Tripp disent que Miss Lawson fut complètement stupéfaite à la lecture du testament, fis-je pensivement. C'est du moins ce qu'elle leur a affirmé, acquiesça Poirot. Mais vous n'y croyez pas? Mon ami, vous connaissez ma nature méfiante. Je ne crois rien de ce qu'on me dit, à moins que je ne puisse le contrôler ou m'en procurer confirmation. Ah, mon cher, lui dis-je d'un ton affectueux. Vous possédez une charmante nature, bonne et confiante. Il dit, elle dit, on dit. Qu'est-ce que cela signifie? Bah, rien du tout. Cela peut être la vérité ou un mensonge utile. Moi, je m'attache aux faits. Et quels sont les faits? Miss Arundel a fait une chute. Personne ne la conteste. La chute n'a pas été naturelle, elle a été provoquée. Nous avons pour preuve la parole d'Hercule Poirot. Pas du tout. Nous en trouvons la preuve dans la pointe enfoncée en haut de la plainte, dans la lettre que m'adresse Miss Arundel, dans l'absence du chien cette nuit-là, dans les paroles de Miss Arundel au sujet d'un dessin d'un vase et de la balle de Bob. Ce sont là des faits. Et ensuite? Posons notre question habituelle. Qui bénéficie de la mort de Miss Arundel? Réponse: Miss Lawson. La vilaine demoiselle de compagnie. D'autre part, les membres de la famille pensaient également hériter. Et, au moment de l'accident, ils auraient tous bénéficié de la mort de Miss Arundel. Parfait, Hastings. Voilà pourquoi tous demeurent également suspects. Ne perdons pas de vue cet autre petit fait.
Miss Lawson fit son possible afin que Miss Arundel ne connût pas l'absence de Bob durant cette nuit. Son silence vous étonne? Pas du tout. J'en prends note, simplement. Elle craignait d'inquiéter la brave dame. Voilà, j'espère, la meilleure explication. Miss Peabody, Remarquai-je, a émis l'opinion que tout n'était pas clair dans cette histoire de testament. qu'entendait-elle par là? Sans doute voulait-elle nous laisser comprendre qu'elle concevait certains soupçons, sans oser les préciser. On peut écarter l'abus d'influence, Ajoutai-je, pensif. Et tout indique que Miss Arundel possédait trop de bon sens pour croire à ces idioties spirites. Pourquoi traitez-vous le spiritisme d'idiotie, Hastings? Je le regardais, stupéfait. mon cher Poirot. Ces femmes épouvantablement ridicules. Je partage votre opinion sur les demoiselles Tripp. Mais le fait qu'elles aient adopté avec enthousiasme la Christian Science, le végétarisme, la théosophie et le spiritisme ne constitue pas une condamnation en bloc de ces doctrines. Les sottises qu'une femme stupide raconte à propos d'un faux scarabée que lui a vendu un mercanti sans scrupules ne discréditent nullement la science des égyptologues. Croyez-vous au spiritisme, Poirot? Personnellement, je n'ai étudié aucune des manifestations du spiritisme, mais de grands savants reconnaissent l'existence de phénomènes d'ordre psychique. Ainsi, vous ajoutez foi à cette histoire d'une auréole de lumière nimbant la tête de Miss Arundel? Poirot fit un geste vague de la main. Je parlais d'une manière générale, pour réfuter votre scepticisme irraisonné. M'étant formé une opinion sur les deux demoiselles Tripp, je compte étudier scrupuleusement les faits qu'elles ont exposés à ma connaissance. Une folle est toujours une folle, qu'elle parle du spiritisme, de politique, d'amour ou de bouddhisme. Cependant, vous avez prêté une oreille attentive à leur bavardage. Aujourd'hui, mon devoir a consisté à écouter, afin d'entendre tout ce qu'on raconte sur les 7 personnes en question, et plus spécialement sur les 5 qui m'intéressent. Nous possédons déjà certains renseignements sur elles. Prenons Miss Lawson. D'après les demoiselles Tripp, c'est une femme dévouée, généreuse, désintéressée. En somme, un beau caractère. Miss Peabody nous dit qu'elle est crédule, stupide, ni assez intelligente, ni assez hardie pour commettre une action criminelle. À l'entendre, le docteur Granger, c'était une opprimée, une malheureuse poule mouillée de demoiselles de compagnie. Tels sont ses propres termes. Le garçon de l'auberge en a parlé en des termes méprisants, et Aileen nous a dit que Bob, le chien, la dédaignait. Comme vous voyez, chacun la juge sous un angle différent. Il en est de même pour les autres. Aucun d'entre eux ne professe une haute opinion de la moralité de Charles Arundel. Cependant, chacun parle de lui à sa façon. Le docteur Granger l'appelle avec indulgence un gamin irrespectueux. Miss Peabody le dit capable de tuer sa grand-mère pour quelques sous, mais visiblement elle préfère un voyou à un empoté. Miss Tripp le soupçonne non seulement d'être un criminel en puissance, mais elle prétend qu'il est recherché par la police d'un pays étranger. Tous ces détails sont intéressants et utiles. Ils nous conduisent à... À quoi, Poirot? À vérifier par nous-mêmes, mon ami. Chapitre 13. Teresa Arundel. Le lendemain matin, nous nous rendîmes à l'adresse donnée par le docteur Donaldson. Je suggérais qu'une visite au notaire, Mr. Purvis, serait d'abord souhaitable, mais Poirot répliqua.
Non, mon ami. Que pourrions-nous lui dire? Quel prétexte invoquer pour obtenir des renseignements? D'ordinaire, les prétextes ne vous manquent pas, Poirot. N'importe lequel de ces jolis mensonges débités hier ferait l'affaire. Non, mon ami, aucun de ces jolis mensonges, comme vous dites, ne trouverait crédit auprès d'un notaire. On nous montrerait la porte et nous sortirions l'oreille basse. Abstenez-vous plutôt que de risquer pareille humiliation. Ainsi donc, nous nous dirigeâmes vers l'appartement occupé par Teresa Arundel. Cet appartement, situé dans le quartier de Chelsea, prenait vue sur la Tamise. Les meubles magnifiques, de style moderne, lançaient des reflets de chrome sur d'épais tapis aux dessins géométriques. Au bout de quelques minutes d'attente, nous vîmes entrer une jeune femme qui nous interrogea du regard. Teresa Arundel paraissait avoir de 28 ans à 29 ans. Grande, très mince, elle donnait l'impression d'une gravure en blanc et noir, avec sa chevelure sombre comme l'aile de corbeau et son visage d'une pâleur mortelle. Ses sourcils, curieusement épilés, lui donnaient un air ironique. Ses lèvres, seule tache de couleur dans la figure blanche, formaient une entaille écarlate et brillante. Teresa vous donnait l'impression d'une activité débordante. Comment? Je ne saurais le dire, car elle affectait une attitude lasse et indifférente. On sentait chez elle une énergie contenue. Avec une curiosité froide, elle nous dévisagea tour à tour, mon ami et moi. Lasse de mentir, je l'espérais du moins, Poirot avait, en la circonstance, fait passer sa carte de visite. Teresa Arundel la tenait entre ses doigts. « Vous êtes sans doute Monsieur Poirot ?» dit-elle. L'interpellée fit une belle révérence. « À votre service, mademoiselle. Me permettez-vous d'abuser un peu de votre temps précieux ?» Imitant légèrement la manière de Poirot, elle répondit. « Enchantée, Monsieur Poirot. Veuillez vous asseoir. » Le détective s'assit avec précaution dans un fauteuil carré très bas. Je pris un siège droit en toile de sangle avec monture chromée. Teresa s'assit négligemment sur un tabouret en face de la cheminée. Elle nous offrit des cigarettes. Nous refusâmes, mais elle en alluma une et se mit à fumer. « Vous me connaissez peut-être de nom, mademoiselle ?»« Oui, un ami de Scotland Yard, n'est-ce pas ?» Poirot ne parut nullement goûter cette appréciation. Il déclara d'un ton d'importance. « Mademoiselle, je m'intéresse aux questions criminelles. »« Ce doit être terriblement excitant, » fit-elle d'une voix basse. « Et dire que j'ai perdu mon carnet d'autographes. »« Voici l'affaire qui m'occupe en ce moment, » poursuivit Poirot. « Hier, j'ai reçu une lettre de votre tante. » Les yeux de Teresa, des yeux allongés en forme d'amande, s'agrandirent légèrement. Elle lança un nuage de fumée. « De ma tante, Monsieur Poirot ? » ?»« Je viens de vous le dire. » »« Excusez-moi si je trouble votre petit divertissement, mais je n'ai plus de tante. Toutes mes tantes sont dans l'autre monde. La dernière est morte il y a 2 mois. » Miss Emily Arundel ? Oui, Miss Emily Arundel. Vous ne recevez pas de lettres d'outre-tombe, n'est-ce pas, Monsieur Poirot ? Pardon, mademoiselle, parfois. Vous êtes macabre, Monsieur Poirot. Sa voix trahissait à présent l'inquiétude. Et que vous dit ma tante ? Pour le moment, mademoiselle, je ne puis en parler. Il s'agit, voyez-vous, d'une affaire délicate.
Poirot tout sauta, puis il eut un moment de silence. Teresa fumait toujours. Enfin, elle prononçait. Voilà qui est bien mystérieux. Et en quoi cela me concerne-t-il? Je pense, mademoiselle, que vous voudrez bien répondre à mes questions. Des questions? Quel genre de questions? Des questions d'ordre familial. Voulez-vous me donner un spécimen de ces questions? Certes. Quelle est l'adresse actuelle de votre frère, Charles? Elle ferma à demi ses paupières. L'énergie s'effaça sur ses traits. Teresa se renfermait dans sa coquille. Excusez-moi de ne pas pouvoir vous la fournir. Nous ne correspondons pas beaucoup l'un avec l'autre et je crois qu'il a quitté l'Angleterre. Je comprends. Poirot garda un instant le silence. Est-ce là tout ce que vous désiriez savoir? Oh, j'ai d'autres questions à vous poser. Primo, êtes-vous satisfaite de la façon dont votre tante a disposé de sa fortune? Secondo, depuis combien de temps êtes-vous fiancée au docteur Donaldson? Vous sautez d'un ordre d'idées à l'autre, il me semble. Eh bien, demanda Poirot, employant soudain la langue française. Eh bien, répéta-t-elle après lui. À ces deux questions, je répondrai « Cela ne vous regarde pas, monsieur Hercule Poirot. » Teresa prononça cette dernière phrase en français. Poirot la considéra attentivement. Puis, sans trahir la moindre déception, il se leva. « Ah, vous préférez ne pas répondre. Rien de surprenant à cela. Permettez-moi, mademoiselle, de vous féliciter de votre accent français. Au revoir, mademoiselle. Venez, Hastings. » Nous franchissions la porte lorsque la voix de Teresa se fit entendre. La jeune fille n'avait pas bougé de place, mais la vivacité de sa parole nous obligea à faire demi-tour. « Revenez !» Poirot obéit lentement. Il se rassit et la regarda avec curiosité. « Cessons de plaisanter, dit-elle. Monsieur Hercule Poirot, vous pouvez peut-être me rendre service. Enchantée, mademoiselle. Mais comment? Entre deux bouffées de sa cigarette, elle prononça d'une voix calme. Dites-moi la façon de m'y prendre pour obtenir l'annulation du testament. Certainement, un avocat. Oui, peut-être, si je savais à qui m'adresser. Mais tous les avocats que je connais sont des hommes respectables. Tous sont d'avis que le testament est rédigé en bonne et due forme et que se serait jeté l'argent par les fenêtres d'essayer de le faire annuler. Mais vous ne le croyez pas? Je suis d'avis qu'il y a toujours un moyen d'arriver à ses fins, si on ne le laisse pas arrêter par les scrupules et si on est disposé à payer. Eh bien, je payerai ce qu'il faudra. Et vous me croyez disposé à étouffer mes scrupules pour de l'argent? J'ai constaté que cela était vrai de la plupart des hommes, et je ne vois pas pourquoi vous ferez exception à la règle. On commence toujours par protester de son honnêteté, cela va de soi. Oui, cela fait partie du jeu. Alors, en admettant que je sois disposé à étouffer mes scrupules, qu'attendez-vous de moi? Je ne sais pas. Vous êtes un homme habile, chacun le sait. Vous pourriez vous-même trouver un moyen. Par exemple? Teresa Arundel haussa les épaules. Cela vous regarde. Voler le testament et en substituer un faux. Enlever Miss Lawson et l'intimider pour lui faire dire qu'elle a influencé Emily Arundel. Produire un nouveau testament que tante Emily aurait fait à son lit de mort.
Je suis émerveillée de la fertilité de votre imagination, mademoiselle. Que me répondez-vous, monsieur Poirot? Je suis franche. Si vous m'opposez un refus vertueux, voilà la porte. Il ne s'agit pas d'un refus vertueux, du moins pas encore. Teresa Arundel éclata de rire. Elle me regarda. Monsieur Poirot, votre ami paraît fâché, observa-t-elle. L'enverrons-nous faire un tour dans la rue? Poirot se tourna vers moi et me dit d'un air légèrement irrité. Voyons, Hastings, contenez, je vous prie, vos beaux sentiments de droiture. Veuillez excuser mon ami, mademoiselle. Il possède, je l'ai déjà constaté, un fond très honnête, mais il est d'une loyauté absolue et a pour moi une amitié à toute épreuve. En outre, laissez-moi vous le faire remarquer. Il la regarda un plein dans les yeux. Quoi que nous fassions, nous demeurerons dans les bornes de la stricte légalité. Elle leva légèrement les sourcils. La loi, reprit mon ami, pensif, laisse une certaine latitude. Je comprends, dit-elle avec un faible sourire. C'est entendu. Voulez-vous à présent que nous discussions votre part du butin, si toutefois il y a butin? Là aussi, nous pourrons nous entendre. Quelques jolies petites miettes, je n'en demande pas davantage. Conclu, dit Teresa. Poirot se pencha en avant. Écoutez-moi, mademoiselle, d'ordinaire, disons 99 fois sur 100, je suis du côté de la loi. La centième, eh bien, la centième, c'est différent. Tout d'abord, c'est plus lucratif. Mais il faut agir avec précaution et prudence. Ma réputation ne doit pas en souffrir. Comprenez-vous? Teresa acquiesça d'un signe de tête. Je dois d'abord connaître tous les détails de l'affaire. Lorsqu'on connaît la vérité, on sait jusqu'où on peut mentir. Voilà qui paraît éminemment logique. Alors dites-moi, à quelle date a été rédigé ce testament? Le 21 avril. Et le précédent? Tante Émilie avait fait un autre testament 5 ans auparavant. Quelles en étaient les dispositions? Après un legs à Eileen et un autre à une vieille cuisinière, ses biens devaient être divisés entre les enfants de son frère, Thomas, et de sa sœur Arabella. La fortune était-elle administrée par fidéicommis? Non, nous en avions l'entière jouissance. Connaissez-vous les dispositions exactes de ce testament? Oh, oui. Charles et moi, nous les connaissions, et Bella aussi. Tante Émilie n'en faisait pas un secret. De fait, lorsque l'un de nous voulait lui emprunter de l'argent, elle nous disait « Toute ma fortune vous reviendra après ma mort. Que cela vous suffise. » Aurait-elle refusé de vous avancer de l'argent s'il s'était agi d'une maladie ou d'un cas sérieux? Non, je ne pense pas, répondit lentement Teresa. Elle pensait que tous vous aviez suffisamment pour vivre. Oui, elle le croyait, répondit Teresa d'un ton amer. Mais vous ne partagiez pas sa façon de voir, hein? Teresa ne répondit pas tout de suite. Mon père nous a laissé à chacun 30 000 livres. Bien placée, cette somme rapporte à peu près 1200 livres par an. Les impôts y font une large brèche. Néanmoins, on peut s'arranger pour vivre gentiment avec cette rente. Mais moi, sa voix n'était plus la même. Son corps svelte se redressa et cette merveilleuse vitalité que j'avais devinée monta à la surface. Mais moi, je désire tout ce qu'il y a de mieux dans l'existence. La meilleure nourriture, les plus beaux vêtements. Je veux jouir de la vie
Aller sur la Côte d'Azur, m'asseoir à une table de jeu et risquer des grosses sommes d'argent. Donner des réceptions, des réunions extravagantes. Enfin, je veux tout cela pas pour plus tard, mais tout de suite. Sa voix sonnait merveilleusement chaude, enivrante et gaie. Poirot l'observait. « Il me semble que vous avez déjà goûté à tout cela. »« Oui, » dit-elle d'un ton moqueur. « Je n'ai pu attendre. »« Et combien vous reste-t-il des 30 000 livres ?» Elle sourit. « 220 et une livre, 14 shillings et 5 pence. Voilà à présent la balance de mon compte en banque. Ainsi, mon petit monsieur, il faudra vous payer sur le butin. Pas de résultat, pas de salaire. »« En ce cas, dit Poirot d'un air intéressé, il y aura des résultats. »« Vous êtes un petit homme merveilleux. Je suis heureuse de vous avoir rencontré. » Poirot poursuivit d'un ton d'homme d'affaires. « Il est nécessaire que je sois au courant de certains faits. Prenez-vous de la drogue ? » ?»« Non, jamais. » »« Buvez-vous ? » ?»« Beaucoup, mais pas par goût. Mes amis boivent et je bois avec eux. Mais je pourrais cesser de boire dès demain. » Voilà qui est rassurant. Elle éclata de rire. « Soyez tranquille, je ne vendrai pas la mèche après boire. » Poirot reprit l'interrogatoire. « Des histoires d'amour ? » ?»« Beaucoup, dans le passé. »« Et dans le présent ? » ?»« Seulement Rex. »« Le docteur Donaldson ? » ?»« Oui. »« Sa façon de vivre me semble tout à fait différente de la vôtre. »« Oh, oui. »« Cependant, vous l'aimez. Pourquoi ? » ?»« Oh, la raison n'a rien à y voir. Pourquoi Juliette aimait-elle Roméo ? Tout d'abord, avec tout le respect dû à Shakespeare, c'était le premier homme qu'elle connut. Lentement, Teresa déclara. Rex n'est pas le premier homme que j'ai connu, il s'en faut. Elle ajouta d'une voix plus basse. Mais je crois qu'il sera le dernier. Pourtant, il est pauvre, mademoiselle. Elle acquiesça. Lui aussi a besoin d'argent, n'est-ce pas, mademoiselle ? Oui, mais pas pour les mêmes raisons que moi. Il ne recherche ni le luxe, ni le plaisir, ni la beauté. Il porterait le même habit jusqu'à ce qu'il tombe en loques, se contenterait d'une côtelette de frigo tous les jours à déjeuner et se laverait dans une baignoire ébréchée. S'il était riche, son argent passerait en toutes sortes d'instruments de laboratoire. Il est ambitieux et songe avant tout à sa gloire professionnelle. Pour lui, la science passe avant même moi-même. Savait-il que vous deviez hériter de la mort de Miss Arundel ? Je lui avais dit après nos fiançailles. Il ne m'épouse pas pour l'argent, si c'est là ce que vous insinuez. Êtes-vous toujours fiancé ? Naturellement. Poirot demeura un moment silencieux. Elle parut gênée. Naturellement, répéta-t-elle d'un ton brusque. L'avez-vous vu ? Oui, hier, à Market Basing. Pourquoi ? Que lui avez-vous dit ? Rien. Je lui ai simplement demandé l'adresse de votre frère. De Charles ? Que voulez-vous à mon frère ? Charles. Qui demanda Charles ? Une voix masculine, claire et joyeuse, venait de poser cette question. Un jeune homme à la figure bronzée et au sourire agréable s'avança dans le salon. « Qui parle de moi ? » demanda-t-il. « J'ai entendu mon nom du vestibule, mais je n'écoute pas aux portes. Teresa, ma petite, que signifie cette réunion ? Allons, raconte !»